C'est l'heure du second débat de ce Sens Public. Il porte sur un mot, boomer, cette génération du baby-boom aujourd'hui retraité et montrée du doigt par François Bayrou. C'était juste avant sa chute. Qui sont-ils, ces boomers? Je pourrais dire qui suis-je? Ont-ils creusé la dette financière et écologique? Sont-ils mieux lotis que la moyenne des Français? Doivent-ils payer plus d'impôts avant d'en débattre? Audrey Vuettaz nous les présente, ces boomers. C'est une phrase qui a mis le feu aux poudres. François Bayrou, alors Premier ministre, dénonce le confort des boomers et leurs privilèges face à la situation économique du pays. Boomer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui sont les enfants du baby-boom. J'en suis. Je dis que ceux-là qui ont profité de l'aisance de l'après-guerre, ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ça ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. Une sortie qui crispe chez les principaux intéressés. On n'est pas tous des gens aisés, des gens riches, pas du tout. Mais alors, qui sont ces boomers et sont-ils vraiment privilégiés? S'il fallait faire un portrait robot, il s'agit de la génération du baby-boom, née après la guerre, entre 1945 et 1965. Elle englobe 15 millions de personnes qui ont donc grandi pendant la période des 30 Glorieuses. Mais pour ce sociologue, cela ne suffit pas pour dire qu'ils sont privilégiés. Ils sont d'un moment où c'est très difficile. Les années 45-50, c'était pas drôle du tout. Mais ils ont ensuite accompagné le développement du pays. Bien sûr, ils ont bénéficié à certains moments d'une inflation plus forte, d'un coût d'accès au logement plus faible pendant un temps. Mais rappelons-nous qu'il y a quelques années, le taux d'emprunt était extrêmement faible et qu'il était assez facile d'emprunter il y a 3-4 ans. Dire que ce sont des privilégiés, c'est un peu osé, mais on peut dire que ceux de 1945-55 ont eu une période plus facile que pour d'autres. Quoi qu'il en soit, les boomers ne se ressemblent pas. À l'époque, moins de 10% de la population a le bac. Beaucoup ont évolué dans les secteurs agricoles ou ouvriers, quand d'autres ont aujourd'hui des retraites conséquentes. Mais ces disparités semblent échapper au regard des politiques, de gauche comme de droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait d'un bloc démographique, qui est objectif, on a fait une forme de stigmatisation. Pour la gauche, les écolos, c'est le hockey boomer, donc, pour aller vite, des vieux pas bien qui en plus ont pollué. Et pour une partie des libéraux de droite, c'est plutôt « ah non, mais ils ont des retraites trop élevées, quand même, c'est pas bien ». Vous voyez, donc il y a un peu une réunion idéologique de deux représentations qui, dans les deux cas d'ailleurs, sont plutôt fausses. Une réalité cependant, pour terminer le portrait robot, les boomers sont actuellement plus propriétaires que les plus jeunes. 70% d'entre eux possèdent une résidence principale, contre 47% pour les 30-40 ans. Les boomers, nouveau bouc émissaire, voilà la question à laquelle on va répondre avec mes invités. Olivier Paccaud, bonsoir, bienvenue, sénateur LR de l'Oise. Anne Muxel, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice déléguée au CEVIPOF, CNRS, directrice de recherche émérite en sciences politiques. Vous avez publié avec Bruno Cotresse ce livre, Le vote sans issue, chroniques électorales 2024, aux presses universitaires de Grenoble. Et puis un autre livre, on est au cœur de notre thématique, Une jeunesse engagée, c'est aux presses de Sciences Po. Léa Falco, bonsoir et bienvenue. Vous êtes militante, cofondatrice du collectif Construire l'écologie et vous publiez Faire l'écologie ensemble, c'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Et Michaël Darmon, éditorialiste politique, évidemment, toujours à mes côtés. Olivier Paccaud, je commence avec vous. Vous avez défendu les boomers après la petite phrase, la charge, on peut dire, de François Bayrou. Pourquoi ? Alors, c'est pas la petite phrase, c'est les petites phrases. Pendant 15 jours, il a sriné une ritournelle pour culpabiliser les boomers sur la dette. J'avoue avoir été stupéfait et l'apogée, ça a été lors de la déclaration de politique générale, où il a parlé de génération sacrifiée, nos jeunes, du fait de la dette contractée par les aînés. C'était les aînés, carrément, hein, et je le cite. C'est d'une injustice totale. C'est d'une fausseté totale. Les aînés, ça a été plus ou moins dit, ils n'ont pas connu le doux parfum des 35 heures et des RTT. Ils travaillaient dès 14 ans pour beaucoup. Ils travaillaient 40 heures jusqu'en 1982. Après, c'était 39 heures. Ils ont cotisé à ce moment-là. Ils faisaient le service militaire. Il y en a qui ont fait la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, ils sont la clé de voûte de la solidarité familiale. Ils aident leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs parents dépendants, ils sont aidants souvent. J'ai trouvé que c'était stupide, injuste, et j'avoue que j'ai été sidéré. Oui.
On reviendra sur la question de la dette financière, la dette écologique aussi, parce que c'est évidemment au cœur du débat. Alors, quand on dit baby boom, bon, ça dépend. Si on regarde les États-Unis, c'est plutôt jusqu'en 65. Si on regarde la France, c'est plutôt jusqu'au début des années 70. On a cherché les chiffres de l'INSEE qui nous parlent de la population de plus de 55 ans. Ça représente plus d'un tiers des Français. Alors, ils ont en commun d'avoir vécu les 30 Glorieuses à Anne Muxel, période de forte croissance. Et en même temps, c'est une population, ce qu'on a dit dans le sujet, totalement hétérogène. C'est compliqué, peut-être même absurde, de vouloir les enfermer dans une seule catégorie. Oui, je crois qu'il faut effectivement faire très attention dès l'instant où l'on évoque ces questions de division entre les générations, parce que finalement, les générations recoupent des réalités sociales, économiques, culturelles, territoriales, extrêmement diverses. Et il est très difficile d'agréger comme ça une génération et d'en faire un bloc homogène. Et pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur le sénateur précédemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans la tête des Français, c'est pas tant une guerre de génération, des conflits de génération, c'est plutôt une solidarité qui s'exprime à la fois de la part des plus jeunes. Les plus jeunes sont très reconnaissants finalement aux aînés, à leurs familles, bien souvent de subvenir aux conditions d'entrée dans la vie sociale adulte qui est de plus en plus difficile pour les jeunes, c'est vrai, mais ce n'est pas vécu comme une opposition, comme une division, comme une guerre, voire comme des conflits. Je pense qu'on y reviendra. Évidemment. Il y a plus de solidarité et d'inclusion générationnelle que d'opposition. Alors, on va ouvrir déjà un chapitre important, qui est le chapitre du réchauffement climatique et de la responsabilité réelle supposée des boomers. Évidemment, Léa Falco, je me tourne vers vous, parce que dans l'expression « OK boomer », il y a ça. Tu as laissé faire, tu t'es pas préoccupé du réchauffement climatique et je vais être volontairement un peu trivial, tu t'es goinfré pendant des décennies sans te préoccuper de cette question. Est-ce que vous dites « OK boomer » ? Je ne dis pas OK boomer, mais parce que je pense que OK boomer est une expression peu utilisée en réalité par la jeunesse. Je rejoins déjà absolument évidemment ce qui a été dit, le fait qu'on ne puisse pas essentialiser une catégorie de population et que par conséquent les aînés comme les plus jeunes ne sont pas des groupes homogènes, qu'à l'intérieur il y a évidemment plein de subtilités, et puis surtout que dans le cas de la crise écologique, il y a deux situations distinctes. La situation dans laquelle vivaient les gens qui n'étaient pas au courant de l'existence d'une crise environnementale, ce qui a longtemps été le cas, et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est une situation différente, dans laquelle la crise climatique, notamment, est entrée en politique, est devenue un problème public, et dans laquelle, donc, on doit collectivement se donner les moyens d'agir. Ce qui veut dire que, fatalement, vous avez des individus qui vont avoir plus de moyens que d'autres et qu'il faut potentiellement que ceux-là soient plus mobilisés, mais qu'on n'est quand même pas des individus tout à fait isolés. On vit dans une société laquelle peut nous accompagner dans ces transitions-là. Et en fait, au-delà de blâmer une génération ou une autre, on a besoin de cadres qui vont nous accompagner et qui vont nous permettre de faire cette transition écologique sans douleur ou avec le moins de douleur possible. Mais quand vous dites moi je me mets dedans parce que je suis un des derniers boomers, je suis né en 66, je suis parfaitement transparent. Voilà, donc vous voyez. Je suis dedans, mais bon, effectivement, je me souviens pas, moi, dans ma jeunesse, d'avoir beaucoup entendu parler de réchauffement climatique, mais quand on regarde la première conférence mondiale sur le climat, c'est 79, et le GIEC, il est créé une dizaine d'années plus tard. Donc il y a eu une sorte d'aveuglement collectif quand même de notre génération. Alors, oui ou non ? Ça a été assez largement documenté ce qui s'est passé. Vous avez des sociologues et des politistes qui travaillent sur le sujet, qui ont montré qu'il y avait des fabriques de l'ignorance assez généralisées. Et puis on est de toute façon dans une situation dans laquelle on ne peut pas exactement revenir sur le passé. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on est sur une certitude de l'existence du réchauffement climatique et des crises environnementales, et que la question qui doit se poser maintenant, elle ne doit pas être idéologique, elle doit être opérationnelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de notre mieux pour y répondre en mobilisant les acteurs à la hauteur de leurs moyens. Je reviens vers vous, Olivier Pacot, Michaël Darmon. Alors, si on parle effectivement des clivages générationnels ou pas... Vous êtes boomer ou pas 62. Vous êtes bien boomer. Hein. Voilà, je vous laisse faire les commentaires, donc ils sont libres, mais ils sont vrais. Ce qui m'a frappé, moi, en 2022, ça a été le mouvement qu'on a appelé celui des bifurqueurs, et qui a été ce mouvement de fronde qui s'est exprimé au moment de toutes les remises de diplômes des grandes écoles. Des étudiants de grandes écoles. Où vous aviez à chaque fois, et donc des personnes qui sont appelées très certainement à être aux commandes de différentes sphères de la société, venir déclarer officiellement qu'ils n'appliqueraient pas
tout ce qu'on leur a enseigné durant leurs études, qu'ils ne respecteraient pas les valeurs qui leur ont été transmises par les aînés au nom... Ils étaient médiatiquement vus, mais peu, je pense, assez minoritaires quand même. Ils étaient dans les grandes écoles et ils représentaient, au fond, des promotions qui venaient, alors à la fois Polytechnique, AgroParisTech, HEC, qui quand même représentent un essaim possible d'élite future. Et ça, j'ai trouvé ça assez interpellant parce que je me suis dit, oui, effectivement, il y a une prise de conscience d'une génération qui vient quand même reprocher aux aînés d'avoir enseigné des valeurs avec lesquelles aujourd'hui ils ne veulent plus s'identifier. Olivier Paccaud, peut-être d'abord sur le constat, et puis après on verra sur ce que effectivement les politiques peuvent faire aujourd'hui. Je reste sur ce chapitre environnemental qui est quand même un chapitre important. Sur le constat dans les années, allez, je vais dire 80, la première réunion du GIEC, pourquoi elle passe sur les radars médiatiques d'ailleurs, mais peut-être aussi politiques, d'après vous? Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous parlez de 79-80. Oui. Le premier ministère de la préservation de la nature et de l'environnement en France, 73, Robert Poujade. 73. Le World Wide Fund for Nature, 1961. Donc, c'est faux. Il y a eu une prise de conscience avant, mais il y a eu un développement de la consommation, une surconsommation qui s'est créée dans les années 60. C'est ce que je vais vous dire. Il y a peut-être une prise de conscience, mais il n'y a pas forcément les actes qui ont suivi. Alors les actes qui ont suivi, on va aller jusqu'au bout. Oui. Dans les années 60, combien de voitures par foyer? Une. Jusqu'aux années 80. Aujourd'hui, il y en a 3, il y en a 4. Dans les années 60, votre maman, elle a lavé vos couches. La mienne aussi. Bon, aujourd'hui, voilà, ça n'a plus rien à voir. Dans les années 70, voire 80, c'était le dé à coudre encore, on raccommodait. Aujourd'hui, c'est la fast fashion, pour parler de loi. Et on a voté des lois, justement. On vient de voter un texte pour effectivement revenir en arrière. Donc c'est bien notre génération qui a profité de la société de consommation, peut-être à outrance. Je ne sais pas si c'est notre génération. Je pense que c'est la génération d'aujourd'hui. Le tourisme de masse, il va se développer à partir des années 90. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ont beaucoup pris l'avion, ils ont beaucoup pris la voiture. Voilà. Donc c'est très injuste de mettre tout ça sur le dos de personnes qui, comme vous, aujourd'hui, ont 60 ans ou bon, non. On est tous dans le même sac, entre guillemets, et il faut plutôt des solutions partagées plutôt que des boucs émissaires. Beaucoup de réactions, je vous redonne la parole dans un instant. Je commencerai par Anne Muxel, mais une téléspectatrice, Madeleine de Beaune, qui nous dit « L'écologie n'était pas un sujet dont on parlait à l'époque, pourquoi nous le reprocher maintenant? Le gouvernement ne respectait pas l'écologie non plus, mais c'est la faute des boomers. » Bon voilà, une réaction spontanée. Anne Muxel. Oui, non, mais je crois qu'il faut... On est quand même dans le conflit intergénérationnel, là, sur cette thématique. Non, je charge un peu. Le désamorcer, en tout cas désamorcer la teneur de ce qu'on veut faire passer pour un conflit. Oui. Je pense que la prise de conscience des questions environnementales, du réchauffement climatique est très aiguë, très sensible pour les jeunes générations, parce qu'évidemment, elles se projettent dans un avenir pensé comme de plus en plus problématique. Mais quand on regarde dans les enquêtes que l'on peut faire, les générations plus âgées sont aussi très sensibles à ces questions d'environnement. Il n'y a pas d'écart d'attitude si important entre les générations concernant les problématiques environnementales. Alors évidemment, la question environnementale dans les jeunes générations aujourd'hui, c'est un enjeu de politisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment dans le milieu étudiant, parce que là encore, parmi la jeunesse, il faudrait voir que dans les territoires ruraux, ce n'est pas la même chose qu'en ville, dans les grandes villes. Les jeunes étudiants, c'est pas la même chose non plus que les jeunes actifs. Mais en tout cas, voilà, il y a certains, en tout cas dans certains segments de la jeunesse, particulièrement dans la jeunesse étudiante, c'est vrai que la question environnementale est un enjeu de politisation et que très souvent, il y a des jeunes qui se mobilisent au travers de la question environnementale. Et ça les rend plus visibles, peut-être. Mais en ce qui concerne leurs attitudes et leurs opinions, elles sont assez partagées dans l'ensemble des générations qui, aujourd'hui, pourrait dire, quel que soit son âge, que la question du réchauffement climatique n'est pas importante. C'est une minorité de la population. Oui, mais ça existe. C'est un discours, je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est un discours qui existe. Et on va parler de lois ou de textes qui ont pu être votés ou remis en cause. Oui, mais, quand même, il y a quand même un mouvement en ce moment. Léa Falco. Oui, moi, je veux rajouter sur ce qui a été dit que les jeunes dont on a parlé à un moment médiatiquement, c'était, comme vous l'avez dit, des jeunes très sociologiquement situés. C'était des jeunes qui étaient très diplômés, qui vivaient en moyenne plutôt en ville, qui avaient des caractéristiques très situées, qui étaient différentes du reste de la population des jeunes. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui
aujourd'hui que les jeunes sont... Il n'y avait pas beaucoup de ruraux, il n'y avait pas beaucoup de jeunes de banlieue, mais en fait, pour dire les choses clairement. je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites qu'on est tous dans le même sac, parce qu'on est tous dans des petits sacs différents. En fait, de la même manière qu'on ne peut pas... par le réchauffement climatique. Absolument, mais de la même manière qu'on ne peut pas reprocher aux boomers d'avoir vécu à leur époque, on ne peut pas reprocher aux jeunes d'avoir vécu à leur époque. Et donc, fatalement, d'avoir été éduqués de la manière dont ils ont été éduqués, avec les objectifs, les rêves qu'on leur a vendus, et les rêves qu'on vend aujourd'hui aux jeunes et par ailleurs à la population générale, c'est de l'accumulation, c'est du voyage rapide, c'est de la consommation. Et donc ça, c'est des choses dont il faut aussi pouvoir se défaire collectivement, sans simplement dire les jeunes consomment parce qu'ils ont envie de consommer. Ils ont certes envie de consommer, mais c'est aussi parce que le modèle de réussite sociale qu'on leur vend, c'est celui-là. Et quand vous dites faire écologie ensemble, pour que ça marche, c'est forcément avec tout le monde, donc avec les boomers. Mais c'est qu'en fait, là, ce dont on parle, c'est certes de se renvoyer la balle, mais à un moment, quand on veut commencer à agir, on ne peut pas considérer qu'une petite partie de la population sera suffisante à faire bouger des choses. Oui. C'est ce que je vous dis, en fait, cette histoire de génération, cette histoire de guerre de génération, elle casse quelque chose qui, pardon d'utiliser un gros mot, est un peu une guerre de classe. C'est-à-dire qui va avoir les moyens d'agir, sous quelles conditions, et qui ne les aura pas, et sous quelles conditions on peut participer à ce que cette catégorie-là de population puissent participer à l'effort. Et pour moi, c'est ça la vraie question. D'accord. Je voudrais qu'on parle quand même de choix politiques maintenant, Olivier Paccaud, parce que votre parti, le parti LR Les Républicains, n'est pas en reste sur une sorte de retour en arrière. Vous allez peut-être me contredire, mais quand on parle des ZFE, les zones à faible émission, du zéro artificialisation nette, qui était un objectif sur lequel on est en train de revenir, ou des pesticides, il y a là 3 thèmes sur lesquels le parti LR, notamment ici au Sénat, est plutôt en train de faire marche arrière. Donc c'est pourquoi ? C'est pour plaire justement aux retraités ou aux boomers qui votent beaucoup, plus que le reste de la population. C'est pourquoi ? Parce que le virage s'est fait trop vite. Comment vous justifiez ça ? Alors, on peut Parce que ça rentre dans la critique qui est exprimée par une partie de la jeunesse, j'essaie de ne pas caricaturer, contre notre génération. Alors vous avez pris 3 éléments qui sont très différents, 3 textes différents. On commence par la loi du plomb, puisque c'est celle qui a fait le plus appeler. Sur les pesticides. Il y a un seul article de la loi du plomb qui a été supprimé, c'est l'article 2, qui concerne l'acétamipride, qui est utilisé dans tous les autres pays d'Europe. Tous les autres pays d'Europe. Pourquoi y a-t-il eu une volonté, effectivement, soutenue par ma famille politique, de revenir sur cette interdiction ? C'était une demande de l'immense majorité des agriculteurs qui ne veulent pas crever. En ce qui concerne les ZFE, alors ça c'est une mesure de classe, puisque ça touchait avant tout ces zones à faible émission, les personnes qui avaient peu de moyens, qui allaient devoir acheter, qui ne pourraient plus utiliser leur voiture polluante. Donc c'est pour effectivement protéger les gens modestes. Et la 3e mesure dont vous parliez, le zéro artificialisation. Alors ça, le zéro artificialisation nette, je viens d'un département rural, l'Oise, mais il n'y a pas un seul élu qui ne s'insurge contre cette volonté. J'entends ces arguments et je les reçois souvent, Olivier Paccaud. Mais à chaque inondation, on dit attention à l'effet de l'artificialisation. Pourquoi les inondations provoquent autant de dégâts ? C'est parce qu'on a trop artificialisé les sols. Alors, là où on voulait construire et où on leur dit maintenant non, il n'y avait pas forcément d'inondation. Il ne faut pas prendre les élus locaux pour des fous. Donc, quand il y a des dents creuses dans certains villages et qu'on leur dit aujourd'hui « Ah non, on vous met sous cloche, vous ne pouvez plus évoluer. » Alors qu'il y a des gens qui veulent venir s'installer à la campagne. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'aménagement du territoire, ou plutôt de désaménagement du territoire ? On veut concentrer tout le monde en ville, dans des cages à lapins. On veut, pour l'artificialisation, aller entasser des gens dans des tours. On a détruit les tours qu'on a fait dans les années 80. On a entendu vos arguments et je ne vais pas moi rentrer dans le débat parce que ce n'est pas mon rôle. Mais Anne Muxel, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être d'analyser à quel point ces lois, ou ce code de l'environnement, qui est assez récent et qui est en train de s'écrire, bouscule nos habitudes et rend finalement la transition difficile à accepter. Comment vous l'analysez, ça ? Mais je crois que c'est difficile parce qu'on est vraiment dans un moment de transition où je crois que la plupart des Français, et au-delà même des populations plus larges, notamment en Europe, ont intégré qu'il fallait faire des choses. Mais on ne sait pas exactement quoi faire, par quel bout commencer, tant différentes mesures, comme cela a été rappelé, peuvent impacter de façon plus ou moins dommageable certaines professions, certains segments de la population.
Voilà, rappelons quand même que pour les jeunes aujourd'hui, depuis maintenant 1 ou 2 ans, c'est pas l'environnement qui est le premier sujet de préoccupation dans les enquêtes, mais bien le pouvoir d'achat. Donc on voit bien que là, il y a des enjeux en tension. On est dans une société en transition, et je crois que c'est finalement ce qui s'exprime aujourd'hui et qui crée aussi beaucoup de malentendus. Et on essaie de conflictualiser ou de renvoyer la balle aux uns et aux autres. Mais en fait, c'est pas ce qu'on est dans un monde en transition, et aussi parce que les consignes sur ce qu'il faudrait faire, notamment quand on entend que quoi qu'on fasse maintenant, on ne pourra plus revenir en arrière, en tout cas concernant le réchauffement climatique, que c'est trop tard. C'est vrai que ça laisse beaucoup de gens on se dit, mais que faire? Par où commencer? Qui peut agir? Comment faire? Donc ce sentiment d'impuissance, il est aussi très présent. Et alors, seuls les jeunes, parce qu'ils ont aussi cette jeunesse et cette radicalité aussi qui les caractérise, et cette force, cette vitalité, parce qu'eux, ils ont un futur à penser, eh bien, voilà, ils peuvent effectivement se mobiliser. Mais il y a cette difficulté. Oui. Un dernier mot, ensuite on va parler peut-être de l'origine de ce terme OK Boomer, mais Léa Falco, sur la difficulté finalement, parce que si on parle de ce backlash, de ce retour en arrière qu'on évoquait, il est lié à des résultats électoraux. C'est une victoire de Donald Trump aux États-Unis, c'est des listes plutôt à droite ou à l'extrême droite aux élections européennes. Qu'est-ce qui a manqué à votre discours, au discours porté par ceux qui veulent accélérer sur la transition environnementale? Qu'est-ce qui leur a manqué? Alors, un premier point, juste pour revenir sur la notion de transition écologique, qui, en fait, à mon avis, est comme celle de boomer et comme celle de jeunesse. Ça ne désigne rien. En fait, ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir découper ça en petites parties et regarder de quoi on parle vraiment. Oui, mais enfin, il y a bien un moment où il faut employer des mots un peu génériques. Absolument, je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'on a trop tendance à englober des choses extrêmement différentes dans un mot valise qui nous enferme dans des débats qui sont finalement assez improductifs. Sur votre question en particulier, je trouve ça intéressant qu'on emploie autant le mot de backlash récemment, parce que les enquêtes d'opinion, les enquêtes qualitatives... Et en bon français, ça veut dire quoi? Retour en arrière. Retour de bâton. Retour de bâton. C'est un mot qui est utilisé notamment aux États-Unis. C'est bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savaient. Vous avez tout à fait raison. Donc, ce retour de bâton, en fait, il n'est pas caractérisé quand vous regardez ce que pensent les Français sur les questions environnementales. Vous avez un collectif qui s'appelle Parlons Climat, qui a réalisé une étude qui montre qu'en fait, vous avez 8 mesures écologistes sur 10 en termes de politique publique qui sont soutenues par les Français. Ensuite, vous avez des conditionnalités, évidemment. Le fait que les gens soient accompagnés, le fait que la charge soit répartie équitablement. Mais en fait, il n'y a pas ce retour de bâton. On l'observe dans le milieu politique, mais on ne le pacte vert européen, l'ambition initiale, elle est moins forte aujourd'hui. Ça ne s'appelle pas un retour de bâton. Mais ça s'appelle un retour de bâton politique, si vous voulez, partisan. Mais en tout cas, quand on parle de ce que pensent les gens ou de ce qu'on sait de ce que les gens pensent, il n'y a pas de retour de bâton sur les questions écologiques. Il n'y a pas de front anti-écologiste dans la population aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. Bon. C'est pas moi, c'est les données. Je les transmets sur votre Twitter tout de suite après. Si vous... Je ne suis pas sur Twitter parce que je pense que c'est nocif. Celui de l'émission, évidemment. Mais voilà. On va parler de cette expression OK Boomer. Elle est devenue virale fin 2019 et on a retrouvé la séquence. C'est quand une députée néo-zélandaise, écologiste, âgée de 25 ans à l'époque, l'a utilisée pour qualifier un élu qui était en train de la moquer et de l'interrompre. Regardez. Combien de dirigeants dans le monde ont vu et su ce qui arrivait et ont décidé de fermer les yeux? Ma génération et la suivante n'ont pas ce luxe. En 2050, j'aurai 56 ans et aujourd'hui, la moyenne d'âge de ce Parlement est de 49 ans. OK, Boomer. Les institutions politiques actuelles se sont révélées incompétentes et ne réfléchissent pas autrement qu'à court terme. Voilà, ce petit OK Boomer, il est devenu ensuite viral. Mais alors, c'est intéressant, Mickaël, parce que vous êtes penché sur cette expression et en fait,
Et avec étonnement, j'avoue, en lisant cet après-midi pour la première fois votre éditorial, vos yeux se tournent vers Emmanuel Macron. Pourquoi ? Eh oui, alors je vais vous faire une confidence quand même, Thomas. Vous m'avez posé cette question et ça m'a fait tout de suite penser à cette fameuse chanson, vous savez, les paroles de cette chanson de France Gall sur Charlemagne, mais qui a eu un jour cette idée folle, un jour ce cas d'école, ouais. de traiter les seigneurs de riches bougons. Moi, je dirais, c'est bien entendu ce sacré Macron. Mais bien plus sérieusement, vous avez raison de dire, mettre le sujet sur la table. Parce qu'en fait, dès les premiers déjeuners avec la presse, quand il était ministre de l'économie en 2016, Emmanuel Macron rodait déjà son discours sur les enfants du baby-boom, qui seraient désignés plus tard par ce terme, les boomers. Entre la poire et le fromage, qu'est-ce qu'il nous disait, ce fringant ministre ? Eh bien, il recyclait la note qu'il avait en fait déjà écrite depuis 2008, au moment où il faisait partie de la commission Attali, juste avant de partir dans le privé pour la banque. Il avait élaboré ce qui sera ensuite l'analyse phare de toute sa campagne présidentielle, la rupture d'équité générationnelle. Et il avait préconisé, entre autres, une hausse de la CSG pour les retraités. Et ensuite, il devient ministre et il continue, il pousse les feux en quelque sorte. Alors, effectivement, et là, il ne va pas non plus avec le dos de la fourchette, puisqu'on était en train de l'écouter, on était même d'ailleurs abasourdi, souvent avec des confrères et des consoeurs. La génération post-68 ans, a-t-il dit, a fait les poches de l'État. Les jeunes, a gaspillé la planète, n'a pensé qu'à elle, disait-il. Les syndicats, disait Emmanuel Macron, sont devenus défenseurs des steaks dans les entreprises. Comprendre, ils ne s'occupent que de leurs intérêts et de ceux qui sont à l'intérieur avec un contrat bien au chaud. Il les appelait les insiders. Et ceux qui étaient à l'extérieur, les outsiders, comme il disait, eh bien, ce sont les jeunes et les immigrés qui sont assignés à résidence. Pour vous dire qu'on sortait de ces moments, on était absolument étourdi par un tel discours révolutionnaire sur la relecture de l'histoire sociale donc depuis la Seconde Guerre mondiale. Et au passage, on avait bien compris qu'il, bien sûr, ne voudrait pas en rester là. Bon. Moralité, déjeuner ou prendre des pots avec des politiques, ça sert à quelque chose. Je dis ça juste sur un contexte général en ce moment. Oui, voilà. Parce que c'était quand même assez précieux. Je boucle la parenthèse. Vous avez ressorti vos notes de 2016. Donc il devient président en 2017. Et alors là, il veut devenir le défenseur d'une génération spoliée. Et on ressent encore les notes. Et effectivement, il a voulu à ce moment-là rendre justice à cette génération intermédiaire, celle des quadras et des quinquals, qu'il avait appelée, lui, la génération Prince Charles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était la génération pour laquelle c'était les plus durs. Lorsque les baby-boomers lâcheront le volant, disait-il, eh bien, ils seront trop vieux. Ils auront tout perdu, comme celui qui a très, très longtemps attendu de pouvoir bénéficier de son statut de Prince Charles avant de devenir souverain. Et de ce point de vue-là, on a bien compris qu'effectivement, arrivé à l'Élysée, il entendait corriger le tir. Eh bien, il fait une hausse de 1,7 de la CSG sur les retraités. Il met les syndicats à distance. Il ne veut pas entendre parler des corps intermédiaires. Souvenez-vous de cette difficulté donc, au début du quinquennat, pratiquement jusqu'aux Gilets jaunes. Et on est là, en fait, aussi aux sources du malentendu avec le président Macron, qui se présentait à l'origine comme étant le défenseur de cette génération braquée, selon ses termes, par les boomers, et qui, en fait, a été ensuite identifié comme celui qui était le plus en faveur des classes aisées. Donc, celui qui se présentait comme le premier d'un monde nouveau était soudainement venu le dernier d'un monde ancien. On nous aurait menti, peut-être. Effectivement, merci beaucoup. Mickaël, si on regarde comment on vote par tranche d'âge, on a regardé les 50-80, on va dire, et notamment grâce à un sondage du 30 juin 2024. Donc, on est juste avant les législatives. Et ça donne ça. Je vais vous donner ces résultats. Vous me direz ensuite, Anne Muxel, si ça se retrouve après dans le vote. Sur les 50-59, on a un vote RN qui arrive en première place avec 40%. LR 10%, Ensemble pour la République 18 et le Nouveau Front Populaire était à 25. 60-69, c'est toujours le RN, mais avec des niveaux un peu différents. Le Nouveau Front Populaire à 24, Ensemble à 21 et LR à 11. 70 ans et plus. Là, on a un vote Ensemble pour la République, un vote donc macroniste, en première place à 32 devant le RN 29. LR 14, NFP 18. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite aux élections, Anne Muxel ? Je ne voulais pas demander de ressortir tous les chiffres, mais quand je lis ça, je me dis plus on vieillit, plus on vote Macron, ce qui est contradictoire avec la démonstration que Mickaël vient de nous faire. Oui, tout à fait. Emmanuel Macron n'a jamais réussi à convaincre les jeunes, alors que c'est assez paradoxal, puisque c'est en même temps le président de la République le plus jeune élu, mais à chaque fois, rien ne s'est noué avec les jeunes. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, ce sont les plus âgés qui votent pour Emmanuel Macron.
les plus jeunes répartissant leur vote sur des fosses plus radicales. Oui. Ce n'est pas sur votre tableau. Non, mais parce qu'on n'est pas remonté dans les générations. Plus dans les jeunes générations qui votent plus LFI d'un côté ou RN de l'autre. Donc, et peu pour les partis de gouvernement et le bloc central. Donc c'est en gros une sociologie un peu rapide que je fais par rapport au vote selon les générations, mais les choses se présentent effectivement comme cela. Oui. Donc Emmanuel Macron, qui veut défendre les jeunes, malgré tout, il n'a jamais réussi à nouer un dialogue avec eux. Alors, il y a beaucoup de personnalités politiques, notamment, pas seulement, mais notamment de droite, qui ont volé au secours des boomers après la petite phrase de François Bayrou. Notamment, on écoute le président de l'Union des droites pour la République, Éric Ciotti. Nous avons eu l'occasion de dire au Premier ministre que cette cible était injuste, était quelque part un peu indigne, que ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui quelquefois ont une petite retraite, ne devaient pas être les boucs émissaires de l'absence de réformes ou des dépenses erronées, inappropriées, qui ont été additionnées au fil des années par les divers gouvernements qui se sont succédés depuis 2012. Voilà, Éric Ciotti qui sortait d'un entretien avec François Bayrou, encore Premier ministre, pour quelques jours. Olivier Paccaud, ces catégories de population plus âgées, elles votent aussi plus que les autres. Oui. Est-ce que ça explique pas quand même beaucoup de la politique menée par les différentes majorités depuis des années? Alors, pas vraiment s'attaquer à des catégories qui votent beaucoup. Alors à ce moment-là, ça rend incompréhensible les propos de François Bayrou. Oui. Bon. Oui, mais peut-être qu'il se savait condamné. Écoutez, je ne sais pas, mais pour répondre à votre question, je voudrais d'abord revenir un tout petit peu sur... C'était très intéressant ce que nous a dit M. Darmon, et sur les théories d'Emmanuel Macron, et puis aussi sur le fait que notre collègue néo-zélandaise considérait qu'il y avait trop de vieux au Parlement néo-zélandais. Je pense qu'une des erreurs clés d'Emmanuel Macron, malgré lui, en fait, c'était son manque d'expérience. Il a souffert de ce manque d'expérience et le fait de ne pas être élu auparavant, de ne pas avoir eu face à lui, que ce soit dans une commune ou en tant que conseiller départemental, d'avoir dû rencontrer et être confronté à la souffrance d'aînés ou de plus jeunes. Alors maintenant, le vote des aînés, effectivement, il est souvent plus légitimiste, entre guillemets. Donc effectivement, plus ils sont vieux, plus ils vont voter pour la personne qui est en place. Alors ça peut être le maire sortant. Ça peut être le président sortant. C'est un peu rassurant. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des politiques publiques plus menées vers les aînés? J'en suis pas convaincu. Si on prend le nombre de prestations sociales, d'allocations qui ont été créées vis-à-vis des jeunes, il y en a énormément ces dernières années. Je vais en prendre un seul exemple. Rapide, la gratification qui a été créée dans l'enseignement professionnel. Oui. Pour les stagiaires, ça n'existait pas. Vous prenez les APL, les ALS, les bourses Erasmus. On a fait énormément pour les jeunes aussi. Bon, sur la question, on va ouvrir un chapitre pour savoir si, oui ou non, cette génération, on va continuer d'employer le terme des boomers, bon, on pourrait dire les retraités, on pourrait dire les vieux, pourquoi pas, mais ça me mettrait de mauvaise humeur pour la fin de soirée. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un débat sur leur contribution. Voilà, s'ils ont creusé, je reprends l'argument de François Bayrou ou d'Emmanuel Macron, il dit, s'ils ont creusé la dette financière et écologique, après tout, peut-être qu'il faut qu'ils remboursent d'une certaine façon ou qu'ils payent aujourd'hui. Écoutons ce retraité de la SNCF qui refuse de voir les boomers payer plus que les autres générations. Lui aussi réagit aux propos de François Bayrou. Ce qui me semblerait injuste, c'est de demander à une génération. Ce qui serait juste, c'est de demander à toutes les générations. Parce que les enfants des boomers, ils ont vécu avec une cuillère en argent dans la bouche. Donc d'accord, ils en ont bénéficié que dans les années 80-90. Mais quand ils étaient enfants, donc ils en ont profité. Quand vous étiez bébé, vous avez profité si vos parents vous nourrissaient bien, vous habilliez bien. Donc toutes les générations doivent payer, sans exception. Bon. Faut-il plus faire contribuer les boomers, les retraités à l'effort collectif pour lutter contre la dette? Parce que finalement, on y revient, c'était ça la question initiale. Avant de vous poser la question aux unes et aux autres, je vous propose d'essayer de comparer la situation des retraités français à ceux d'autres pays européens. Et ça, c'est Alexandre Poussard qui va nous aider à le faire. Rebonsoir Alexandre. Rebonsoir déjà, on va regarder le niveau de vie des retraités dans les autres pays européens. Ça va être intéressant. Oui, alors on va se baser sur une étude publiée
publié cette année par l'OCDE à partir de données qui datent de 2022. Alors on parle des revenus des retraités et pas de leur patrimoine accumulé durant toute leur vie. On va regarder le revenu moyen d'un retraité dans chaque pays par rapport à la moyenne nationale. Alors en rouge, vous avez les pays où le revenu moyen d'un retraité oscille entre 60% et 80% de la moyenne nationale, ce qui est faible. Par exemple, l'Estonie avec un ratio de 66%, ça veut dire qu'en Estonie, quand le revenu moyen du pays est de 100, un retraité touche en moyenne 66. Ensuite, en orange, vous avez des pays où les personnes âgées sont un peu mieux loties, avec des revenus qui est aussi entre 80 et 90% de la moyenne nationale. Au Royaume-Uni, par exemple, un ratio de 82%. Et en vert, les pays où les retraités s'en sortent le mieux, avec un revenu moyen supérieur à 90% de la moyenne nationale. Ce sont plutôt les pays d'Europe de l'Ouest, également d'Europe du Sud, Allemagne, Irlande, Espagne, Portugal, Italie. Et puis le Luxembourg, où c'est l'exception. Les retraités luxembourgeois gagnent plus que la moyenne de leur pays. On voit que le retraité français perçoit quasiment en moyenne ce que perçoit l'ensemble de la population. Et alors, au sein évidemment de cette catégorie des retraités, là aussi, il y a beaucoup de différences, d'inégalités. On voit que le taux de pauvreté des retraites varie d'un pays à l'autre. Oui, alors on le rappelle, une personne vit sous le seuil de pauvreté lorsqu'elle perçoit un revenu inférieur à 50% du revenu médian du pays. Donc en France, ce seuil de pauvreté, il s'élève à 1 000 € par mois. Et concernant cette pauvreté des personnes âgées de plus de 65 ans, il y a de grandes disparités en Europe. En rouge, là encore, eh bien, on le voit, les pays baltes avec des taux de pauvreté des boomers qui sont très élevés. En Estonie, 37% des retraités vivent en dessous du seuil de pauvreté. En orange, dans des économies plus développées, eh bien, il y a quand même parfois des taux de pauvreté des retraités qui sont assez importants. 14% en Allemagne, 15% au Royaume-Uni. Et puis, en vert, vous voyez les pays où il y a le moins de retraités modestes, 4% au Danemark, 7% au Luxembourg et 6% en France. Donc là, on voit encore que les boomers français sont nettement moins touchés par la pauvreté que dans les autres pays européens. Merci beaucoup, Alexandre, qui est très très loin d'être un boomer. Vous avez de la chance, Alexandre. Anne Muxel, il y a le patrimoine qu'il faut rajouter à cette démonstration. Oui, et c'est très important de le dire quand même. C'était dit dans votre reportage au tout début. C'est vrai qu'en termes d'accès à la propriété, les boomers, évidemment, sont privilégiés par rapport aux plus jeunes. Mais concernant je voudrais revenir là sur ces données. Concernant le taux de pauvreté en France, c'est vrai que ce ne sont pas finalement les plus âgés qui sont le plus touchés par le taux de pauvreté, mais ce sont les plus jeunes. Il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, en France, ce sont les jeunes générations qui souffrent le plus de pauvreté comparé aux plus âgés. Voilà, donc ça vient aussi éclairer notre débat. Pour revenir à faut-il que les plus âgés contribuent davantage à, on va dire, à une sorte de solidarité générationnelle. Ou d'efforts collectifs rendus nécessaires par l'endettement. Il ne faut pas oublier, il y a effectivement les comptes publics, mais il y aurait aussi les comptes privés. Il ne faut pas oublier que les familles sont extrêmement aujourd'hui sollicitées pécuniairement pour aider leurs enfants, pour les aider à rentrer dans la vie, souvent pour payer des logements, pour subventionner des études, pour ensuite, après, en tant que grands-parents, aider ces jeunes qui rentrent dans la parentalité de plus en plus tard, au quotidien, etc. etc. Donc, voilà, n'oublions pas, il y a effectivement les comptes publics, les impôts, on peut ponctionner effectivement un peu plus les boomers. Ce n'est pas à moi, je ne suis pas économiste, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Mais n'oublions pas tout cet apport que les parents et les grands-parents, ça a été rappelé tout à l'heure, font dans un pays où la solidarité familiale constitue pour l'État un recours très important et bien plus important que dans d'autres pays. On a vu s'afficher plusieurs témoignages de retraités qui sont plutôt, tel que j'ai compris leur témoignage, plutôt des retraités pauvres. Il y a à peu près on évalue quoi, à 2 millions le nombre de retraités dans cette situation en France, Olivier Paccaud. Est-ce que ça freine pas finalement
l'objectif général de n'importe quel pouvoir politique pour se dire, bah oui, si les retraités français dans la globalité, si on regarde la macroéconomie, le revenu plus le patrimoine est plutôt mieux loti, et donc à ce moment-là on se dit, bah oui, il faut les faire participer peut-être un peu plus à l'effort collectif, mais il y a les plus pauvres d'entre eux et donc on n'y va pas. Est-ce que vous faites cette analyse ? Oui, parce qu'il faudra que tout le monde contribue, de toute façon. Alors pour les actifs, c'est très simple, il faut plus travailler. Bon. Pour les inactifs, les retraités, effectivement, il faut faire du point de croix, parce que vous avez beaucoup de retraités pauvres, et on a le cas souvent des conjoints ou conjointes, alors de commerçants, d'agriculteurs, qui ont la chance d'avoir leur mari qui peut les aider, mais c'est pas si facile que ça d'avoir la justice fiscale, mais... Alors, que ce soit avec la CSG ou par un autre moyen, je pense que les futurs gouvernements voudront faire contribuer un peu plus les personnes retraitées. Il faudra le faire de façon particulièrement équitable. Et ça ne va pas être facile. Ouais. Vous l'avez bien démontré. C'est un vrai problème. Léa Falco, est-ce que, je repose un peu la même question, est-ce qu'il faut faire plus contribuer ceux qui ont eu la chance de, même s'il y a eu, effectivement, vous le décriviez en début de débat parfaitement, des difficultés pour cette génération, des guerres, enfin ça n'a pas été tout rose, même quand on a vécu les 30 Glorieuses. Mais est-ce que ça vous semble cohérent de les faire un peu plus contribuer aujourd'hui ? Puisque vous avouez que vous me posez la même question, je vais vous donner la même réponse qu'au début. C'est que je pense qu'il faut sortir de cette question de génération pour parler du sujet que moi je connais, qui est le financement de la transition écologique, qui fait partie de cette question générale, mais qui évidemment ne l'épuise pas. On a un rapport qui est sorti il y a 3 ans maintenant, le rapport Pisani-Ferry sur le financement de la transition écologique, qui dégage 3 leviers. Le premier, c'est la dette écologique. Bon, aujourd'hui, c'est plus tout à fait d'actualité. Et les 2 autres, l'un d'entre vous a été mentionné à l'instant par Anne Muxel, c'est les fonds privés, le financement privé de la transition écologique. Le troisième étant un apport supplémentaire par les catégories les plus aisées de la population. Et dans ces catégories plus aisées, vous avez des jeunes, vous avez des boomers, vous avez certains retraités, et puis vous avez une représentation de l'intégralité de la société. Et donc, regarder la société dans son ensemble plutôt que la regarder par génération, ça vous permet quand même une vision plus précise et plus opérationnelle des endroits où vous avez des leviers d'action pour l'action publique, et notamment sur ces questions de financement. Dans ces leviers, il y a l'épargne. L'épargne des Français, c'est plus de 6 000 milliards d'euros aujourd'hui. Donc est-ce que vous, j'imagine, vous avez réfléchi à des solutions pour mobiliser ? Alors là, il y a peut-être justement plus d'épargne chez les Français les plus âgés, j'imagine. Je dis ça par déduction, j'espère ne pas être à côté de la plaque, mais est-ce que vous avez imaginé des leviers pour inciter ceux qui cumulent cette épargne pour le mobiliser pour la transition écologique ? Moi, ce n'est pas mon sujet de prédilection. Je sais qu'il y a des think tanks, des associations et tout un tas de groupements d'idées qui, effectivement, ont des idées pour la direction, le fléchage de l'épargne. D'ailleurs, ça a été partiellement fait, il me semble, avec les livrets A qui, progressivement, depuis le logement social, ont été réintégrés vers des livrets verts. Donc, c'est des solutions qui existent déjà, qui peuvent se poursuivre, mais qui ne seront jamais la solution unique, qui ne seront pas une solution magique. Et donc, il va falloir trouver, dans notre petite boîte à outils collective d'action publique, les bons moyens. Michael ? Oui, en fait, il s'agit effectivement, vous avez raison, d'un kaléidoscope de mesures. Vous avez effectivement parlé de l'épargne. On sait qu'à la Caisse des dépôts, par exemple, il y a un très gros département qui est chargé de verdir la finance et tous les produits financiers qui conditionnent les investissements de la Caisse des dépôts à justement de la capacité d'être vertueux et durable. Mais ça rejoint aussi un débat qu'on a ces jours-ci, bien sûr, et qui est très prégnant. La situation aussi financière de la France fait qu'il est extrêmement compliqué de pouvoir envisager de financer la transition écologique aujourd'hui, vu l'état des finances. Une dernière question d'Henri de Courbevoie. Au fond, ce qui ne passe pas, n'est-ce pas qu'une génération qui a tout eu, je le cite, la Sécu, le chômage, le plein emploi et 35 heures, se permettent de revenir sur des acquis dont ils ont eux-mêmes bénéficié et finalement d'en priver la génération suivante ? Est-ce que vous avez bien compris la question d'Henri ? Je pense que... C'est une génération qui a bénéficié de ces acquis sociaux et qui pourrait aujourd'hui dire il faut s'en passer pour les suivants. Pas du tout. Il faut que les suivants puissent en bénéficier. On en a les moyens ? Alors, notre pays, il est déstabilisé par la démographie. On est un pays qui fait plus assez d'enfants et quand on additionne les scolaires plus les aînés, maintenant il y en a plus que d'actifs. Donc il y a un problème de financement. C'est évident, il faut tout réformer, mais le but
Le but, c'est que les aînés et les jeunes et les actifs puissent bénéficier des mêmes protections sociales. Alors, il faudra trouver d'autres voies de financement. Il y a des solutions. Vous savez quoi? Je pense que le modèle social français, ce sera un bon thème de débat dans cette émission. Je l'ai noté dans un coin et ça devrait venir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Il y a la TVA, il y a les grands emprunts. Les grands emprunts pour mobiliser des fonds. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Si la musique est lancée, c'est que c'est la fin de l'émission et que je dois vous interrompre. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais rappeler très vite vos livres. Anne Muxel, le vote sans issue aux presses universitaires de Grenoble, et puis Faire écologie ensemble aux éditions Rue de l'Échiquier. Je vous dis à demain. Merci de votre fidélité. Notez que l'invité de la matinale, ce sera Christophe Béchu, maire Horizon d'Angers, qui lui aussi a été ministre de la Transition écologique.